Si je vous dis Rollup ou ZK-Proof et que vous y comprenez rien, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on fait un épisode sur la sécurité dans la blockchain avec Carolina qui va nous expliquer tout ça. La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes, les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Carolina, comment tu vas ? Salut Mathieu, super, ravi d'être ici avec toi et de parler de sujets tech ensemble. Non, trop bien, c'est moi qui suis trop content de t'avoir. Aujourd'hui avec toi, on va parler d'un cocktail un peu explosif, c'est-à-dire de sécurité et de Web3. Donc c'est un sujet qui fait quand même souvent l'actu. Là, on a eu, tu vois, on est quoi, je crois, quelques semaines après un des plus grands hacks de l'histoire en termes de volume monétaire, là, donc Bybit qui s'est fait voler 1,5 milliard. Donc toi, tu connais bien ce monde-là, et je vais te laisser me dire pourquoi. Alors pour le début, je te propose de faire une introduction. Tu te présentes en 3 phrases. Ok, challenge accepted. Donc en 3 phrases, je peux dire que d'abord je suis une vétérante du Web3, du milieu de la blockchain, puisque depuis la fin de mes études, j'ai toujours travaillé dans ce domaine. Ce qui est assez original, je pense, puisque souvent les gens ont tendance à peut-être venir du Web2, à arriver un peu par différents horizons. Donc ce n'est pas mon cas. Je suis actuellement une doctorante épanouie en 2e année de ma thèse. Plein de choses très cool qui ont lieu en ce moment. Et sinon, quoi d'autre? Je suis une personne curieuse et intéressée par tout. Donc voilà. Ok, trop bien. Donc du coup, t'es sur le Web3. Toi, t'as jamais fait de Web2 en fait, c'est ça? Si, j'en ai fait, bien sûr, on en a fait, mais juste en termes d'emploi, en termes de mission que je fais au quotidien, j'ai commencé par là et j'ai pas voulu quitter ce milieu. Après, tu sais, Web3, ça inclut le Web2 Ouais, bien entre sûr. guillemets. Donc Ouais. Bon, on va y revenir. On va parler du coup un petit peu peut-être de ta thèse, etc., de ce que tu fais vraiment, puisque on avait discuté un peu avant, mais ça me semblait hyper intéressant, surtout pour essayer de vulgariser aussi euh, les technos qu'il y a derrière le Web3, qui sont parfois un peu obscurs quand on n'est pas dedans. Mais avant ça, je voudrais comprendre comment t'es arrivé, pas forcément dans le Web3, mais déjà dans la tech. dans la tech, disons, comme je te disais, je suis curieuse de tout. Au collège, je faisais pas mal déjà de bidouillage, notamment. Je travaillais pas mal avec le logiciel SketchUp, donc pour construire pas mal d'objets en 3D, comprendre les mécaniques des objets et puis des bâtiments. Il y a une période où je voulais devenir architecte. Enfin voilà, pas mal de Ok. choses autour de la construction et l'innovation. Donc voilà. Après, les sciences en général m'ont toujours attiré, cet esprit rigoureux et puis la recherche un peu de la vérité, on va dire. M'a toujours intéressée. Donc voilà. Après, prépa, école d'ingénieur et puis maintenant ma thèse. Donc Ok. donc Et juste pour revenir sur SketchUp, comment comment t'as ça dans les mains en fait, ce truc, parce que il y a plein de façons d'arriver dans la tech, mais tu vois c'est très particulier. SketchUp, si je comprends bien, c'est un outil de conception d'objets 3D de oui. manière générale, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. On avait pas mal de projets sur les côtés. Je faisais pas mal de maquettes de maisons aussi. Et Ok. donc, avant de faire une maquette, il faut avoir la conception 3D. Donc, voilà, t'as besoin de la designer, de voir ce que ça va donner, les dimensions, les interactions. Mais c'était pendant les études ou c'était C'était vraiment au collège, Ok. voilà, des petits projets comme ça. Donc c'était sympa. Après, le code est arrivé un peu plus tard avec les premiers codes sur calculatrice classique de ce que faisait tout le monde. Et puis après, pas mal d'autres langages et Python,
le Rust, le Go aujourd'hui, un peu Ok. d'assembler aussi pendant mes études. C'était assez sympa. On avait aussi des projets où on devait faire je sais pas, des voitures autonomes avec deux microcontrôleurs qui communiquaient entre eux. Ok. Donc après, ça arrivait assez vite et tu te rends compte en fait que tous ces éléments-là te permettent en fait de construire des choses, de vraiment être acteur de ce que tu fais et c'est ça qui est passionnant en fait de pouvoir donner vie à des choses et c'est ça enfin qui me motive à continuer dans ce domaine-là, c'est que on peut créer des choses et voilà, et on a plein d'outils pour faire ça et c'est trop cool. Et du coup, tu as fait des études très tech en fait, parce que tu me dis tu as fait de l'électronique aussi quand tu as fait des Ouais, microcontrôleurs. ouais, ouais, Ouais. électronique, télécommunications, hyperfréquence, enfin ouais, des mots que plus personne aime. Mais ouais, Non, mais c'est trop c'est cool. choses physiques, la physique et puis les maths qui sont derrière tout ce qui nous entoure, bah c'est toujours bien de comprendre un peu comment ça fonctionne. Ouais, trop bien. Ok, bon, on reviendra, on fera un petit passage aussi sur la partie, je pense électronique, vu ce que Ouais. t'as fait et ce que tu fais même aujourd'hui dans le milieu dans lequel tu évolues. Mais embrayons tout de suite un petit peu sur concrètement ce que tu fais en thèse, du coup, sécurité du Web3, ça veut dire quoi? C'est quoi le sujet? Concrètement, le sujet de ma thèse tel qu'on l'a conçu parce que c'était un sujet enfin que j'ai construit un peu du début jusqu'à la fin en contactant les entreprises et les universités. Donc actuellement, je fais la thèse entre Télécom Paris et Ledger, plus précisément le Donjon, qui est l'équipe sécurité produit de Ledger. Et l'intitulé de ma thèse, c'est détection de vulnérabilité sur les couches 2 de blockchain publique. Donc, Ok. pour certains, ça peut sembler très spécifique, et en réalité, c'est un sujet qui est très vaste. Et donc très vite, j'ai commencé à creuser en fait comment vraiment avoir un sujet concret. Donc je sais pas si maintenant tu veux que j'explique ce que c'est que les couches 2 de blockchain Bah publique si, ou si, pas. clairement, parce que là, Ouais, tu m'as ok. dit ton sujet de thèse, tu vois, il y a beaucoup de mots qui sont Ok. pas forcément hyper simples. Bah, comment c'est arrivé? Tout simplement, en 2021. Bah, moi, je suis arrivée dans le Web3 en 2018 et en faisant mon bout de chemin, je me suis rendu compte, voilà, il y a de plus en plus d'attaques. Voilà, les années 2021, 2022 ont connu un énorme nombre d'attaques sur les smart contracts, sur pas mal d'interfaces. C'était quoi les attaques à ce moment-là, principalement? T'as un exemple? À ce moment-là, c'était surtout des hacks de smart contracts. Donc, les smart contracts, c'est des programmes c'est des manières d'automatiser des transactions sur une blockchain. Si je reviens même au tout Ouais. début, peut-être. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une blockchain? Une blockchain, c'est un réseau d'ordinateurs. C'est un réseau décentralisé d'ordinateurs qui ont une base de données cryptographique et sur lesquels il est seulement possible d'écrire et de lire des informations, mais pas de les modifier ou de les supprimer. Donc, en cours, c'est une base de données cryptographique parce qu'on stocke des preuves en fait d'exécution de transactions. Ouais. Et il y a une chose très importante, c'est qu'il y a un consensus qui existe sur les blockchains, et c'est comme ça que les différents nœuds de la blockchain, donc les différentes entités, qui sont souvent du coup des ordinateurs, hein, Ouais. se mettent d'accord pour savoir qu'est-ce qu'ils écrivent exactement dans ce registre qu'on appelle la blockchain. Et du coup, alors juste, tu as parlé des nœuds, mais il y a quand même deux composants. Il y a la base de données qui sont finalement les données sur lesquelles on se met d'accord et qu'on garde et qui sont l'historique de tout ce qui s'est passé. L'historique des transactions, même pour être plus Transaction. précis, des transactions, et plus précisément, c'est en fait on certifie la blockchain apporte en fait une exactitude, une véracité sur la transmission de valeur. En fait, Mhm. le Web 2, c'est on transmet de l'information, et avec la blockchain, le Web 3, on transmet de la valeur, et donc des transactions, des preuves comme quoi on détient des choses en fait sur Internet, ce qui est quelque chose Ouais. qui est assez nouveau. Encore récemment, en fait, tous les créateurs digitaux numériques, lorsqu'ils créaient un fichier, en fait, c'était difficile, même voire impossible, de démontrer l'appartenance de ce qu'ils ont créé en ligne. Et donc, la blockchain permet d'authentifier ça en quelque sorte. Donc, Et ce que je voulais te demander, c'est que on a parlé du coup de cette base de données, ouais. mais le logiciel qui permet de la faire fonctionner, est-ce que c'est sémantique, hein, mais est-ce que ça fait partie de la blockchain ou c'est autre Oui, chose? oui, Ouais. oui, tout à fait. C'est ce que j'ai appelé un peu avant les nœuds de blockchain. Donc c'est vraiment ces entités qui sont connectées. Mais là, tu vois, un nœud, c'est quoi? C'est juste un programme que tu télécharges sur ton ordinateur. Toi, demain, si tu as envie, Ouais. tu peux faire ça. Selon les blockchains, il y a différents types de programmes. Du coup, pour être compatible avec le consensus et puis le fonctionnement de la blockchain à laquelle tu veux rejoindre.
Et donc effectivement, ces programmes font partie de ce milieu. Et moi, typiquement, c'est ce que j'ai choisi de regarder dans ma thèse, c'est la sécurité de ces programmes-là, puisque comme tu disais un peu, tu me demandais avant, donc les problèmes de sécurité qu'il y a eu dans les années précédentes, c'était principalement sur les smart contracts. Donc les smart contracts, j'y reviens, c'est la manière d'automatiser des transactions sur une blockchain en écrivant des règles. Par exemple, je veux vendre mes bitcoins, si le prix du bitcoin dépasse tant de dollars. Et donc ça, c'est une manière d'automatiser une transaction. Et l'écriture de cette règle, ça s'appelle écrire un smart contract. Et donc, il y avait plein de gens qui avaient écrit des smart contracts pour faire diverses choses, la finance décentralisée et plein de choses intéressantes. Sauf que comme c'était dans des langages nouveaux, parce que c'est ça aussi qui arrive avec ce milieu du Web3, c'est qu'on design des programmes, donc ces nœuds, et pour faire tourner ensuite ces smart contracts, on a des machines virtuelles en fait qui sont associées à ces nœuds, et ces machines virtuelles, il y a des langages qu'elles supportent ou non. Donc il y a eu l'apparition de nouveaux langages, par exemple Solidity pour Ethereum, Michelson pour Tezos, enfin voilà, même le Et quand tu dis machine virtuelle, en fait, ouais. c'est la machine virtuelle, tu vois, c'est très technique comme concept. Comment tu l'expliquerais à quelqu'un qui connaît rien? C'est comme si tu prends ton ordi et tu veux faire tourner. Par exemple, si tu as un Windows, si tu veux faire tourner un Linux sur ton ordi, tu vas télécharger une machine virtuelle Linux. Et donc c'est un programme, c'est comme une application qui va tourner sur ton ordinateur et qui va juste fonctionner différemment parce qu'elle aura un jeu d'instructions qui sera propre à elle. Et donc ce jeu d'instructions, dans mon exemple, ça va être le jeu d'instructions Linux. Et donc tu pourras faire des choses différentes. Et là, au lieu d'avoir sur ton Windows, au lieu d'installer un Linux, tu vas installer une machine virtuelle qu'on appelle l'EVM, par exemple dans le cas d'Ethereum, Ethereum Virtual Machine, qui est intégrée dans les clients d'Ethereum que tu télécharges et qui a ses propres fonctionnalités. En quoi, tu vois, en quoi c'est différent d'un interpréteur, en fait? Parce que tu vois, aujourd'hui, quand on fait un langage de programmation, tu as le compilateur, tu as l'interpréteur, et là, on parle de virtual machine. Moi, de loin, j'ai le sentiment que, en fait, il y a un langage de programmation qui s'appelle Solidity, qui est nouveau, et on parle pas d'interpréteur, tu vois, on parle d'autre chose. Oui, en fait, historiquement, c'est né surtout avec Bitcoin, donc les premières blockchains et premiers nœuds, c'était Bitcoin et Bitcoin Core en 2009. Et ce qui s'est passé, c'est que tu voulais que ton nœud de blockchain fasse un certain nombre d'opérations qui soient limitées, parce que en sécurité, typiquement, il y a cette idée que plus ta surface d'attaque est petite, mieux c'est quoi. Et donc là, c'était pareil, l'idée, c'était de construire une VM avec le minimum d'instructions possibles qui permettent juste de faire fonctionner Bitcoin, et c'est tout. Et d'ailleurs, c'est une des choses aujourd'hui qui fait la différence entre Ethereum et Bitcoin, c'est que Bitcoin a des nœuds et du coup une machine virtuelle qui est non Turing complète en français, alors qu'Ethereum l'est. Et quelle est la différence? C'est que typiquement il y a un certain nombre d'opérations que tu peux pas faire sur Ethereum, par exemple des boucles ou un certain nombre d'opérations complexes, ce qui fait que tu peux pas faire sur Bitcoin, tu veux dire. Que tu peux pas faire sur Bitcoin, tout à fait, parce que c'est un set d'instructions qui est réduit, qui est fait pour juste faire les opérations qui intéressent le nœud. Alors que sur Ethereum, la majorité tous les nœuds sont aujourd'hui Turing complet, avec une limite, parce que on veut pas non plus que des programmes tournent à l'infini. C'est une manière de faire du déni de service. Et bien du coup, on a introduit la notion de gaz, donc de frais en fait que tu associes à l'exécution d'un programme. Et c'est ça aussi une des grosses différences, c'est que tu vois, si je déploie un smart contract calculatrice, et bien chacune des instructions que je vais appeler, chacune des fonctions, elle va avoir un nombre de frais associés à son exécution. Et donc toi, tu vas devoir payer ces frais. Et donc ça incite ainsi à ne pas faire crasher le nœud et ne pas faire crasher la blockchain, parce que tu dois payer en fait. Ouais, de toute façon, tu consommes, et si tu donnes pas assez, ça s'arrête en fait. J'avais entendu ça des fois, des gens qui tentaient des hacks et qui marchaient pas parce que ils avaient plus assez de gaz, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc ça, c'est vraiment une grosse différence avec les interpréteurs
j'ai Et trouvé. les gaz, ça sert parce que tu vois, c'est aussi des frais, c'est-à-dire que ça sert aussi est-ce que les gaz, ils servent aussi à rémunérer les gens qui te donnent de la puissance de calcul sur la blockchain? Alors les gaz, c'est pas mal de choses aujourd'hui. C'est devenu une unité en fait pour laquelle on compte en fait donc encore une fois ce que te coûte de réaliser une instruction au niveau de la machine virtuelle d'Ethereum. Euh, c'est aussi l'unité utilisée pour savoir combien tu payes ta transaction pour rémunérer le réseau. C'est-à-dire, si moi, je veux t'envoyer 5 euros, Ouais. bah, je vais avoir des frais de gaz qu'on appelle de X fraction d'Ether si je te fais une transaction sur Ethereum. Et donc, c'est une partie va effectivement rémunérer le réseau. Une partie va être brûlée. Enfin bon, ça c'est Ce que tu aujourd'hui. dis, alors attends, parce que du coup, il y a les Ethereum que tu envoies, normal, tu veux changer de l'argent avec quelqu'un. Ouais, les Pour moi, Ethers. il y a les Ethers, pardon. Il y a les frais de transaction qui sont Ouais, aussi payés en Ether. ouais. Et après, il y a les gaz. Enfin, et du coup, tu me dis que les frais de transaction sont proportionnels au gaz, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Par exemple, si tu veux déployer un smart contract qui a beaucoup d'instructions, Ouais. tu vas payer un frais de gaz proportionnel. Et donc, et en plus de ça, tu vas payer aussi le fait de déployer et de rémunérer le réseau pour la simple action Mais ce que de je comprends pas, déployer. c'est est-ce que les gaz, ils ont une valeur Alors, intrinsèque, en fait? C'est ça? non, justement, je voulais en venir et c'est des discussions intéressantes parce que c'est des valeurs en fait un peu arbitraires qui ont été attribuées aux opérations. Par exemple, l'opcode create, c'est 2300 gaz. Et voilà, ça a été de manière arbitraire un peu choisi. Enfin, arbitraire et non, parce qu'en fait, ça revient à comment avoir un fonctionnement fluide et on va dire, un fonctionnement fluide Ouais, ok. de la blockchain. Et donc, Mais, mais du coup, attends, si j'essaie de récapituler, parce que là, je suis en train ouais. de comprendre un truc que j'avais jamais compris, tu vois. Euh, donc, en gros, toi, tu fais ton programme, tu Ouais, le mets dans la blockchain, quelqu'un va le dire, moi, j'aimerais bien l'exécuter, ce programme. ouais, Et là, en fait, on sait ce programme, on traduit ça en instruction pour la machine, donc dans la VM, ouais. c'est ça. Et on sait exactement quelles sont les instructions qui vont être exécutées et combien de fois. Et comme on a une table de correspondance entre chaque instruction et le nombre de gaz correspondant, on est Ouais, capable de dire voilà ce que ça va coûter en puissance de calcul, ouais. voilà combien ça va coûter en gaz. Ok. Exactement. Et il y a Donc des en gens fait, même dans le job, c'est d'optimiser en fait pour que ton programme ait le moins de gaz possible. Enfin ouais, vraiment. ouais, non mais hyper logique. Mais du coup, en fait, effectivement, j'ai compris. Donc en gros, on arrive, on fait une estimation, on dit voilà combien ça va coûter en gaz. Ouais. Et du coup, ça, comment tu le sais? Tu le sais à l'avance en fait. C'est-à-dire que toi, tu dis attends, j'aimerais bien faire cette transaction. Comment le programme il sait direct, c'est-à-dire que toi tu dis j'aimerais bien exécuter cette transaction et ils te disent oui je pense que ça va te coûter tant de gaz et c'est sûr ou en fait c'est que à l'exécution que tu connais vraiment les frais. J'ai l'impression qu'il y a une Bah tu peux les calculer. Enfin je veux dire les gens qui sont les plus enfin si tu as vraiment besoin de savoir si c'est une transaction que tu fais régulièrement, si c'est un appel à une fonction que tu fais régulièrement, ouais tu vas vouloir savoir et comme ça ce sera des frais fixes. Après voilà, faut distinguer le fait de faire une transaction. Donc moi si je t'envoie juste de l'argent, je fais pas appel à une fonction d'un smart contract. ouais Qui ouais est, par exemple, si je voudrais faire appel à une banque décentralisée, je ferais appel à une fonction de borrow ou si je récupère de l'argent d'un exchange. Enfin voilà, donc c'est des opérations différentes, mais oui, c'est possible. Enfin, ok c'est assez déterministe. ok clair. Bon écoute très clair. J'ai enfin compris ce truc tu Ok, vois. trop cool. Du coup Et si ouais ouais, et si peut-être j'en reviens aussi au sujet parce qu'on a plein de trucs à discuter. Donc ça, c'est le fonctionnement effectivement d'Ethereum. Et ce qui s'est passé, c'est que en 2021, il y a eu l'été de la DeFi, finance décentralisée. Et donc il y a plein de gens qui sont arrivés sur Ethereum, notamment pour faire ces transactions. Et donc les frais en fait de transaction ont explosé. Ils atteignaient, je sais pas, dans cet exemple où je t'envoyais 5 euros, en fait, j'avais pour frais, je sais pas, 60, 80 hmm. dollars. Ah oui Et donc, attends. Parce que du coup, la correspondance entre gaz et Ether dépend de si le réseau est très occupé ou pas. congestionné, oui, c'est ça Congestionné. aussi, Ouais. aussi. Bah oui, parce que du coup, si tu vois, si là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de gens qui sont arrivés sur le réseau. Ça reste très proche des réseaux informatiques, des réseaux tels qu'on les entend, tels qu'on l'entend, Ouais. aujourd'hui. Donc, s'il y a plein de gens qui arrivent, bah il y a beaucoup de trafic et donc il y a des priorités à faire. Donc, si tu veux que ta transaction passe en premier, bah faut que tu donnes plus d'argent et donc c'est ce qui s'est passé. Si tu voulais à cette époque-là faire des transactions, ça
coûtait cher. Et donc il y a eu l'apparition de ce qu'on appelle les couches 2, les layers 2 en anglais, sur Ethereum notamment, qui étaient des solutions pour décongestionner le réseau principal et proposer des solutions moins chères pour quand même avoir possibilité d'échanger de la liquidité. Et il y avait différents types de propositions de couche 2. Il y avait des plasmas, il y avait des canaux sécurisés, des canaux comme ce qu'on a aujourd'hui sur Lightning Network, sur Bitcoin, c'est des canaux sécurisés. Mais ce qui s'est le plus adopté sur Ethereum, en tout cas, c'est les roll-up, qui en fait ce sont pas des blockchains, ce sont des réseaux qui sont là pour concaténer des milliers de transactions en une seule. Générer une preuve cryptographique comme quoi ça a bien été fait, et ensuite écrire ce résultat sur la couche 1 sur Ethereum pour démontrer que du coup toutes ces transactions ont bien eu lieu. Et du coup l'astuce c'est que on écrit qu'une seule fois sur Ethereum à ce moment-là, et du coup on se divise les frais de transaction par le nombre de transactions qui ont été concaténées, donc par des milliers de transactions. Donc en fait, ça te réduit tes frais, et donc c'est ce qui s'est passé, ça a été adopté. Et donc il y a eu comme ça des différents types de roll-up qui ont été créés. Ouais. Il y a eu historiquement les optimistic roll-up qui sont apparus en premier, et plus tard les zero knowledge roll-up, les ZK roll-up, et qui se différencient principalement par le type de preuve en fait qui est joint à ce paquet qu'on écrit sur la couche 1. Dans le cas des optimistic rollups, c'est une preuve de validité, une preuve optimiste qui consiste, comme le nom l'indique, à te faire confiance, c'est-à-dire on vérifie pas que tu as l'argent, mais on te fait confiance, et si personne a contesté ta transaction en 7 jours, et ben c'est bon, tu peux réutiliser ton argent. Attends, parce que c'est pas simple ce truc, parce que OK. Pardon. donc j'ai ma blockchain Ethereum, ok, je Ouais. vais faire les transactions dedans. Je mets un layer 2 avant, Ouais. et donc moi, au lieu de dire à Ethereum je veux faire ma transaction, tu vas dire à ce layer je veux faire ma transaction. Ouais, c'est ça. Et lui, il va faire ce que tu me dis, c'est que lui, c'est pas la blockchain originelle, donc il peut pas vraiment te garantir à 100%. C'est ça. Si, enfin, la garantie elle réside dans la preuve ensuite qui est générée par le roll-up pour démontrer que ta transaction s'est vraiment bien passée. Et donc, mais lui, ça se passe quand même en Ethereum. Je veux dire, il fournit le même service que la blockchain que la blockchain originelle, en fait. En fait, si tu veux, c'est un réseau comme la blockchain, tout comme la blockchain, sauf qu'il n'y a pas de consensus. C'est-à-dire, il y a un séquenceur. Ce qu'on appelle un séquenceur, c'est en gros la boîte de réception, enfin la boîte aux lettres, où toi tu mets ta transaction dedans, et tu dis bah moi je veux faire passer cette transaction, et le séquenceur il va comme ça déléguer le travail de réaliser la transaction en tant que telle à ce qu'on appelle des validateurs. Donc c'est un peu voilà, et une fois que c'est fait, il va récupérer l'information comme quoi ça a bien été fait, et associer une preuve, et ensuite l'écrire sur la couche 1. Et donc il y a pas les rollups ne sont pas des blockchains, c'est un mécanisme complémentaire dont la confiance réside dans la preuve, que ce soit la preuve optimiste ou cryptographique zero knowledge, qui est créée et qui est ensuite mise sur la couche 1. Donc mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas, du coup, tu vois, comment ça se passe pour que tu as 2 roll-ups différents, et toi, tu dis à chaque roll-up, qui sont censés être distincts, qui n'ont rien à voir, ouais. tu n'as que 5 euros, et tu dis, tiens, roll-up 1, moi, je donne 5 euros à telle personne, et à l'autre, tu dis, moi, je donne 5 euros à telle autre personne, en fait. Ça c'est donc du coup dans le cas des roll-up optimistes, c'était un petit peu ce que j'essaie d'expliquer, c'est que tu vas avoir un problème, et normalement si tu es sur 2 roll-up optimistes et tu dis ça, il y a quelqu'un, normalement un des validateurs qui va lever un challenge en gros pour dire que bah non, toi tu peux pas faire ça. Et donc après ils ont un challenge qui s'appelle de dissection où ils analysent étape par étape pourquoi tu peux pas faire cette transaction. Mais en pratique, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça arrive très peu ce genre de déclenchement de challenge. Et aujourd'hui le système fonctionne assez bien, mais comme tu le dis, en fait, il y a un problème, et donc c'est pour ça qu'il y a eu l'apparition. Il y a un problème logique, en fait, il y a un problème. Voilà. On se dit ça va pas marcher à long terme, c'est pas possible. Et donc du coup, il y a l'apparition des zero knowledge rollup qui eux génèrent une preuve cryptographique type zero knowledge
à chaque fois qu'il y a une transaction qui est réalisée pour montrer que la personne A avait bien les fonds suffisants et que la personne B a bien reçu l'argent. Et du coup, il y a cette preuve cryptographique qui est associée aux transactions et qui ensuite est écrite sur la blockchain et à long terme, en fait, aujourd'hui, on pense que on a envie de croire que c'est plutôt ce deuxième type de roll-up qui vont vraiment scaler, donc passer à grande échelle, parce que solution des optimistic roll-up est un peu moins effectivement scalable. Ouais, ok, d'accord. Il y a encore, attends, j'essaie de... Ok. Parce que ce que je comprends, e-group, ok, mais il faut une preuve cryptographique parce que moi aujourd'hui, ce que j'ai en tête, c'est que tu vois, la blockchain est la source de vérité. En fait, comment est-ce que le problème du roll-up, c'est juste qu'il a du retard sur la blockchain, en fait, mais le roll-up, en fait, il interroge la blockchain quand même pour savoir où tu en es est-ce que tu as vraiment ces 5 euros, en fait. Tu vois, il va quand même demander à la blockchain principale. En fait, il y a quand même une interaction entre le roll-up et la blockchain pour savoir si ces 5 euros, tu les as vraiment. Oui, en fait, tu passes par, je vais pas rentrer dans les détails, mais tu passes par un coin intermédiaire, donc le coin du roll-up, pour faire la transaction. Et donc, t'as des bridges crypto, donc des ponts cryptographiques en français, qui existent pour que tu puisses convertir tes Ethers en, par exemple, la coin sur Arbitrum ou le coin sur Optimism, le coin sur d'autres blockchains. Et donc ensuite, comme ça, sur leur réseau, tu as cette équivalence. Et c'est aussi un point sensible en termes de cybersécurité, justement, ces ponts cryptographiques où tu as le mécanisme. Ce qui se passe, c'est que toi, tu arrives sur ce L2, tu laisses tes Ethers sur le pont. Et de l'autre côté, on te donne l'équivalent en coin du roll-up. C'est ça qui n'était pas clair pour moi, c'est que le roll-up, il a sa propre monnaie, en fait. Ouais, c'est donc ça. Le roll-up, en fait, tu dis, moi, je vais utiliser ce roll-up, je vais faire mes transactions avec moins de frais. Dessous, c'est backé par mes Ethereum. Mais du coup, lui, il est capable, effectivement, Mais du coup, c'est ça qui est marrant, c'est que tu m'as dit, c'est pas une blockchain, le roll-up. Alors que moi, je me suis dit, s'il y a une monnaie différente, ça serait juste une espèce de blockchain, entre guillemets, utilisé par moins de monde, peut-être moins sécure, j'en sais rien, mais backé par de l'Ethereum. En fait, aujourd'hui, il y a des projets pour faire que ce séquenceur dont je te parlais, cette boîte aux lettres, soit décentralisé. Et donc, c'est un gros sujet en ce moment, c'est d'implémenter un protocole de consensus pour les séquenceurs et peut-être du coup rapprocher le statut de roll-up à blockchain. Parce qu'aujourd'hui, comme tu dis, il y a énormément de confiance qui est placée sur le roll-up, et donc tu sais clairement que quand tu bridges, tu fais confiance à l'entité privée qui a créé le roll-up, etc. Et tu sors du modèle décentralisé d'Ethereum. Donc, on est totalement d'accord sur ça. Bon, si pour vous aussi le roll-up c'est un exercice de Pilates, il est peut-être temps de faire quelques explications. Carolina nous a bien expliqué ce que c'est que la blockchain. Donc, pour récapituler, des ordinateurs, ce qu'on appelle les nœuds, une base de données et un programme que font tourner ces ordinateurs. L'idée, c'est de remplir cette base de données avec des transactions qu'on valide. Il faut savoir que la vie d'une blockchain, c'est pas facile. Une blockchain, ça fait face tous les jours à un trilemme. Donc un trilemme, c'est comme un dilemme, mais avec 3 choix. Et les choix de la blockchain, c'est entre 3 trucs. Il y a la sécurité, donc faire en sorte que la blockchain puisse pas se faire pirater, la décentralisation, faire en sorte qu'il n'y ait pas une entité centrale qui contrôle la blockchain, et la scalabilité, pouvoir traiter un maximum de transactions et donc gérer des augmentations de trafic. Pourquoi on appelle ça un trilemme ? C'est parce qu'évidemment, il faut choisir. Si une blockchain essaye d'améliorer sa scalabilité, potentiellement, elle va réduire sa sécurité ou sa décentralisation. Donc il y a plein de façons de faire ça pour des blockchains. Une des façons, c'est de modifier certains de ses paramètres. C'est quelque chose d'assez compliqué puisque la blockchain, elle est distribuée, elle est décentralisée, et donc il faut que tout le monde, ou en tout cas une grande partie des acteurs de la blockchain, de ceux qui valident les transactions, se mettent d'accord pour changer les paramètres. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, on garde ça pour un autre épisode, mais ce qui est important, c'est cette histoire de choix. La plupart des blockchains aujourd'hui, les blockchains historiques, comme celle de Bitcoin ou d'Ethereum, elles ont mis le paquet sur la sécurité et la décentralisation, un peu au détriment de la scalabilité.
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire un problème de scalabilité? C'est de la congestion. C'est comme sur l'autoroute quand il y a un bouchon, il y a trop de monde qui veut faire des transactions, et ben tout d'un coup ça ralentit. Donc au lieu d'attendre 2 minutes sa transaction, on attend 10 minutes, 1 heure, 5 heures et ainsi de suite. Et évidemment, quand vous allez à la boulangerie pour vous acheter votre baguette au petit-déj, votre paiement d'1 €, vous n'avez pas envie qu'il attende 10 minutes. Le second problème, c'est ce que je vous ai pas dit, c'est que quand on fait une transaction sur une blockchain, on paye des frais de transaction qui sont en plus du prix de la chose qu'on achète. Ces frais de transaction, ils dépendent de la congestion. En particulier, quand il y a beaucoup de trafic, ce qui va se passer, c'est que le réseau, les ordinateurs du réseau vont choisir de traiter les transactions qui ont les plus gros frais de transaction. Donc, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez augmenter les frais. Et ça fait une sorte d'enchère qui fait que vous allez commencer à payer très cher vos transactions. Et quand on voit qu'aujourd'hui, on est plus prêt à payer 2 € pour la livraison à cause d'Amazon, payer 20 € pour acheter quelque chose qui en coûte 5, évidemment, ça va pas plaire à grand monde. C'est là qu'interviennent les solutions de scalabilité de la blockchain dont le rollup fait partie. Alors, le rollup, Carolina a dit, attention, c'est pas une blockchain. Je vais pas essayer de vous expliquer pourquoi c'est pas une blockchain parce que j'ai regardé un petit peu et franchement, je suis pas sûr d'avoir bien compris. On va imaginer que c'est une autre blockchain parce que ça sera plus simple comme ça. Donc, vous avez la blockchain principale, qu'on appelle le layer 1, et vous avez le rollup, on va dire que c'est une espèce de mini blockchain à côté qui fait un peu la même chose. Pour prendre une image, c'est comme si vous aviez une grosse banque qui a beaucoup de clients et qui du coup peut plus traiter tous ses clients. Elle délègue une partie de sa clientèle à une deuxième banque plus petite. Donc elle, ce qu'elle fait par exemple, c'est qu'elle va garder l'argent du client et elle va dire ok, en fait ce client il a 1 000 € chez moi, je te donne 1 000 € d'argent virtuel et toi tu gères ses transactions et de temps en temps tu viens me dire combien il a dépensé, combien il lui reste. Pour revenir à la blockchain, ce qui se passe entre notre blockchain et notre rollup, c'est qu'il y a un smart contract entre les deux. Donc un smart contract, concrètement, c'est du code. C'est un peu cet engagement que vous avez entre cette grosse banque et cette petite banque. Et donc ce smart contract, il permet à quelqu'un de dire, moi, je vais aller faire mes transactions sur le rollup plutôt que sur la blockchain. Donc vous dites à la blockchain, ok, moi j'ai 5 Ethers, je veux aller faire des transactions avec, mais sur le rollup. Donc on bloque cet argent dans la blockchain principale et on va faire des transactions sur le rollup. La question que vous allez peut-être avoir, c'est pourquoi le rollup, ça permet de traiter plus de transactions que la blockchain. La première chose, c'est que déjà, ça délègue du trafic. Le deuxième point, c'est que le rollup, souvent, il est moins décentralisé. Il y a moins besoin que les acteurs se mettent d'accord sur les validités des transactions. Ce que fait le rollup, c'est que en plus de décharger la blockchain, il va traiter plusieurs transactions ensemble. C'est justement ce qu'on appelle un rollup. C'est un batch de transactions. Et donc, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va traiter plusieurs transactions et périodiquement, il va aller les commiter, donc les envoyer à la blockchain principale pour dire hey, moi j'ai calculé tout ça, voilà l'état des comptes maintenant. Et du coup, il se repose sur la sécurité et la décentralisation de la blockchain principale pour donner à peu près les mêmes garanties aux transactions qui sont faites sur le rollup. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les transactions se font entre les gens du rollup. C'est-à-dire que pour que 2 personnes puissent faire une transaction ensemble, il faut qu'elles soient toutes les 2 sur le rollup. Il faut que toutes les 2, elles aient dit au smart contract qui fait le lien entre la blockchain principale et le rollup, moi, je bloque mon argent dans la blockchain pour l'utiliser dans le rollup. Donc vous ne pouvez pas faire des transactions de votre argent qui est bloqué pour le rollup avec quelqu'un qui l'a pas bloqué. Ça marche pas. Et si vous demandez encore pourquoi c'est plus rapide, il y a un autre aspect qui est intéressant dans les rollups, c'est qu'ils compressent la data. C'est-à-dire que je vous ai dit que le rollup, il allait périodiquement mettre les informations dans la blockchain principale. Ce qu'il met dans la blockchain principale, c'est pas toutes les transactions les unes après les autres, c'est une photographie de l'état des comptes à un instant donné. Il met ça sous une forme assez efficace, compressée, qui fait qu'il va aussi gagner de la performance par rapport à le faire sur la chaîne principale, qui, elle, travaille au niveau de chacune des transactions séquentiellement. Et dernier point, des rollups, il y en a autant que vous voulez. Et c'est vraiment des choses qui viennent s'ajouter sur la blockchain. Il n'y a pas besoin que la blockchain accepte les rollups. La blockchain, elle a ses smart contracts, elle permet de mettre du code et donc n'importe qui peut développer son propre rollup. Et d'ailleurs, je ne veux pas trop vous donner des spécificités sur les rollups parce qu'en fait, il y en a de toutes les formes, il y en a de plein de façons. Même les rollups sont d'ailleurs pas les seules solutions qui permettent d'augmenter la scalabilité de la blockchain. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est compliqué. Je vais dire des bêtises parce que je ne maîtrise pas tout. Mais voilà, pour récapituler ce que sont les rollups. Donc le rollup, ok. Donc maintenant, je crois que je comprends mieux. Le rollup, en fait, une partie de la puissance, c'est qu'il refait cette centralisation. Donc il y a beaucoup moins de synchronisation entre différents nœuds. Donc forcément, c'est plus facile. Et donc chaque personne est censée se dire, ok, moi je vais faire confiance à un truc centralisé. Et après, on va avoir le truc global dans la décentralisation. Mais effectivement, je pense que philosophiquement, ça doit poser des problèmes
ce qu'on appelle les bitcoins maximalistes, genre. Oui, oui, tout à fait. Bah, du coup, sur Bitcoin, tu vois, le fonctionnement est assez différent. Donc, t'as ce qu'on appelle le Lightning Network, qui est une technologie de canaux sécurisés, où là, on est un peu plus proche d'un mécanisme peer-to-peer décentralisé, où lorsque tu as un nœud Bitcoin, tu peux aussi choisir d'avoir un nœud peer-to-peer et ensuite d'être relayeur pour les échanges de flux qui se font. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, du coup, pour revenir à ma thèse, donc ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est qu'il y a eu cette apparition des couches 2, et en fait, le nombre de rollups aujourd'hui est en progression constante. Il y a plein de types de rollups parce que chacun voulait faire son propre rollup. Et comment ils ont été créés, c'est qu'ils ont forqué pour la majorité d'entre eux, ils ont forqué les clients logiciels, donc les programmes qui tournent sur les nœuds d'Ethereum, notamment un qui s'appelle GoEthereum, qui est une implémentation du protocole Ethereum en Go. Ils l'ont pris, ils l'ont forqué et ils l'ont adapté aux fonctionnalités rollup. Et donc aujourd'hui, il y a énormément de rollups comme ça qui existent de part, qui sont des forks de GoEthereum. Et donc, voilà, il faut se dire, il y a énormément d'argent dessus. On est sur plusieurs dizaines de milliards, hein, clairement. Et donc, moi, ma thèse, c'est analyser la sécurité, en particulier du langage Go, qui est le sous-jacent de tous ces nœuds, et écriture d'invariants pour notamment faire de l'exécution symbolique sur les programmes qui sont du coup ces clients. Ça, du coup, alors, vas-y, raconte-moi, parce que c'est Ouais. pas clair pour moi. Ok. Nouvelle parenthèse qu'on ouvre. Quand tu fais donc là, on a parlé du Web3, on va parler maintenant de sécurité. Quand tu fais de l'analyse de sécurité d'un programme, généralement, tu as 4 étapes. Pour faire ça court, tu as l'analyse statique, où c'est juste un scanner de vulnérabilité. Tu as du fuzzing. Donc, le fuzzing, c'est quand tu bombardes un programme avec plein d'inputs concrètes. Ouais. Tu as une calculatrice, tu vas envoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour savoir si les opérations se passent bien. T'as l'exécution symbolique qui est, tu vas pas envoyer cette fois-ci des données concrètes, tu vas envoyer des données symboliques, donc X, Y, Z, et ton moteur d'exécution symbolique va regarder tous les chemins d'exécution possibles du programme et voir si éventuellement il y en a certains qui mènent vers des vulnérabilités. Ça, la difficulté, c'est que sur des grands programmes, tu as une explosion des chemins et donc tu peux pas forcément tout balayer, donc tu as des optimisations qui sont faites, etc. Et Alors enfin juste là, sur le moteur symbolique, je t'arrête 2 secondes parce que quand tu envoies des inputs 1, 2, 3, 4 à un programme, ça c'est très clair. Quand tu envoies des trucs symboliques, c'est parce que toi, tu as un programme entre les deux qui fait la traduction vers des inputs concrètes, ou c'est autre chose? Oui. Souvent, t'as ce qu'on appelle une représentation intermédiaire, donc un langage qui te permet ensuite de te représenter sous forme de graphes, souvent de nœuds, en fait, les variables et ce qu'elles deviennent au fur et à mesure que le programme est exécuté. Ok, donc toi, d'un point de vue du programme et de son exécution, il se passe toujours la même chose. C'est juste que toi, tu t'es mis une couche intermédiaire pour pouvoir prouver des choses plus abstraites, enfin d'un niveau d'abstraction plus élevé. En fait, là, tu prouves que si tu fais toujours X plus Y supérieur à Z, pas de problème. Alors qu'avant, tu étais là avec ton 1, 2, 3 et donc c'était moins ok. En fait, tu peux écrire des invariants, donc écrire des propriétés que tu veux qu'elles soient toujours vraies. Par exemple, je sais pas moi, que l'argent que tu dépenses de ton portefeuille ne soit jamais négatif. Enfin, bon, voilà, ce genre d'invariant. Et donc, ça, c'est ce qui est vraiment pas mal. Et surtout, le point fort de l'exécution symbolique, c'est que tu travailles vraiment sur les binaires, les vrais programmes. Alors que du coup, sur la 4e méthode, donc là, on a dit analyse statique, fuzzing et exécution symbolique. Et le 4e, c'est la vérification formelle, où là, on en entend aussi beaucoup parler. Tu prends un programme, tu t'écris dans un langage de vérification formelle un modèle qui représente le comportement de ce programme, et ensuite tu prouves à la main ou pas que le programme converge mathématiquement parlant, c'est-à-dire qu'il va bien qu'il va bien s'exécuter et qu'à la fin il y aura bien un résultat. Et donc c'est un peu le désavantage, et c'est pourquoi j'ai pas choisi les preuves formelles, c'est que dans notre milieu, le Web3, les programmes, surtout les nœuds de blockchain, évoluent beaucoup. On a énormément de fonctionnalités qui sont ajoutées, des mises à jour, des PR sur GitHub. Et en fait, c'est difficile de tout le temps devoir mettre à jour le modèle formel et devoir ensuite s'adapter. Donc, moi, je trouve que voilà, c'est mieux de faire travailler directement sur le binaire et voilà. Parce que alors attends, du coup, que je comprenne bien cette différence entre la 3e et la 4e, l'exécution symbolique et la preuve, enfin l'exécution formelle. Tu me dis, tu
transformes le programme en fait en un modèle mathématique, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est tu le modélises, tu l'écris en fait sous forme de contraintes. Mais là, c'est du coup via l'analyse du binaire en fait. Donc c'est Via l'analyse souvent du code source plutôt. du code source, Ouais, ok, parce que code source. sinon, Ok. ouais. Ah ouais, c'est plus facile avec le code source. Oui, Pardon. oui, clairement, oui. Ok. Sinon, Ok, mais donc du coup là, tu as vraiment un programme. Alors qu'avant, la méthode 2 et 3, c'était de la boîte noire. ouais. Là, c'est une méthode encore boîte blanche, enfin white box, où du coup tu as le code, tu le transformes en quelque chose, et maintenant tu peux faire des maths, tu peux raisonner dessus en fait. Ça, c'est ouais, la méthode 4, preuve formelle, c'est ça. Et moi, pour l'exécution symbolique, je peux encore fonctionner en boîte noire en soi. Et Oui, oui, d'ailleurs, j'essaie de... c'est ce que je Ouais, voulais ouais. dire. De Ok, méthode ok. 2 et 3, c'était de la boîte Ouais, noire, ouais, et méthode super. 4 et 1, le 1 c'était l'analyse statique de code. Ça, Ouais. c'est de la boîte blanche où tu as le code et tu regardes vraiment le code en fait. Donc, Tu peux aussi faire de l'analyse statique sur le binaire, hein. c'est Donc, vrai, ouais, ouais. c'est vrai. Oui, oui, ok. Donc voilà, Ok, c'est une ok. manière Donc de toi, trouver des vulnérabilités. Ouais. donc toi, t'es sur la méthode 3, Ouais, où tu fais de l'analyse symbolique. c'est ça. Donc, ok, ok. Et tu trouves des trucs? Bah, c'est en cours, là, c'est en cours. J'ai pas, Ouais, tu peux c'est pas pas. en dire. Ok, ça marche. Et donc, ce que tu fais, c'est que tu balayes. Donc, tu disais au début, il y a une grosse concentration de, en fait, finalement, les différentes lignes de code, en fait, puisqu'il y a beaucoup de lignes de code qui sont réutilisées un peu partout. Donc, s'il y a une faille à un endroit, elle pourrait se retrouver dans tous les rollups et impacter énormément de monde. Bah, c'est ça, c'est ça. Et puis, même plus en général, l'idée, c'est de proposer une méthode qui puisse être utilisée par les roll-up ensuite. C'est-à-dire, là, en soi, si j'écris des invariants qui sont génériques à tout le monde, comme là, on voit des dizaines de roll-up qui existent, bah, ils pourront chacun, en fait, faire tourner leur Hmm. binaire avec mon outil, quoi, et ma méthodologie, et voir en fait si les différences de comportement de ce qu'il propose. Donc ouais, le but c'est d'avoir quelque chose d'assez générique. Ok, donc l'objectif, c'est toi, finalement, de faire un programme dans lequel tu as mis, enfin, en tout cas, les roll-up peuvent décider d'un certain nombre d'invariants, donc un certain nombre de vérités qu'ils veulent que leur programme respecte tout le temps, C'est ça. et automatiser le testing de ça. Donc, en fait, c'est pas que de la vulnérabilité, il y a aussi enfin, les deux sont liés, mais il y a des trucs, c'est juste des bugs au sens bug logique, en fait. Un bug logique peut se Tout transformer à en fait. très belle Bah, vulnérabilité, mais surtout, oui, oui, c'est lié, surtout effectivement. dans le Web 3, puisque dans le Web 3, tu dis Oui, je veux que mon portefeuille soit toujours strictement supérieur à 0. ouais, Si ça devient inférieur à 0, tu as une vulnérabilité qui est en fait un ouais, bug logique, quoi. Mais c'est ça, c'est ça. ok, ok, très clair. Mais du coup, il y a bref, en tout cas, ce truc-là peut être généralisé à des bugs logiques qui ne seront pas forcément des failles, en fait. Oui, 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 tout à fait. Ok, trop cool. Bah écoute, hyper intéressant. Ça a Ouais. l'air, ça a l'air quand même pas simple. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Bon, ben cool. Est-ce qu'on peut embrayer du coup sur un autre sujet qui serait, c'est quoi la pire erreur de ta jeune carrière, puisque Oui, de ma jeune carrière. Ma pire erreur, bah, je dirais, tu vois, donc dans les projets que j'ai faits, notamment pour apprendre plus sur ce sur quoi on travaille, on fait ce qu'on appelle des hackathons. Donc c'est des sortes de compétitions qui ont lieu sur un week-end ou sur une semaine. Et là, si je me souviens d'une erreur qu'on avait fait, c'était lors d'un hackathon. C'était ETH Denver, c'était la communauté Ethereum. On proposait de construire un outil qui permet d'automatiser avec de l'IA. En fait, c'était au tout début de ChatGPT, c'était en mars 2023, donc ChatGPT venait de sortir. Et donc on était un peu c'était le premier hackathon où en fait on pouvait utiliser l'API et faire des choses intéressantes, donc c'était très excitant. Et donc on a réussi comme ça à faire un outil qui s'appelle Genie, qui permet d'automatiser l'écriture d'invariants pour des smart contracts et qui peuvent être ensuite utilisés dans des outils de fuzzing notamment. Et donc c'était très cool, on avait reçu 3 prix, etc. Mais le problème c'est qu'on n'avait pas mis de licence sur notre code GitHub. Et donc bah après dans les mois qui ont suivi, on a vu certains projets qui ont un peu repris l'idée. Bon voilà, sans plus aller dans les détails, ça restait un projet qu'on avait fait sur notre temps libre et puis pour apprendre ouais. pas mal de choses. Mais
c'est vrai que s'il y a une leçon que je peux un peu partager, c'est oubliez pas de mettre des licences, même lorsque vous faites surtout lorsque vous faites du travail open source. Les licences, c'est quand même important et ça peut éviter parfois que des gens reprennent votre travail. Donc Parce voilà. qu'aujourd'hui, oui, c'est ça. Le travail est repris sans aucune condition. Les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent et toi, t'as même pas la reconnaissance de savoir que c'est ton boulot qui est utilisé dans leur sujet, c'est ça? Bah après oui, après si on est 100% transparent, même si tu as une grosse boîte Google qui veut reprendre ce que tu fais, est-ce que tu as vraiment les avocats pour aller contre? Je sais pas, mais au moins tu as la conscience d'esprit que tu as mis ta licence et que au moins voilà, t'as Parce fait que les choses bien. là, concrètement, mettre une licence, ça aurait été juste dire dans ton repo avec ton code, en fait, mettre dans le README. Oui, non, tout à fait, Voilà, tout la à fait. licence. Mais bon, voilà, c'était notre premier hackathon, on n'avait jamais fait ça. Enfin, tout était nouveau pour nous, donc maintenant on le fait, bien sûr, Ouais. c'est la première chose qu'on fait. Mais voilà, bon, petite Non, chose. mais quand je disais juste, c'était d'un point de vue pour dire aux gens quoi faire. Parce que Oui, faut juste mettre ça. En fait, ça suffit ouais. à protéger ton code, de mettre une ligne qui mentionne sous quelle licence tu es. Après, il reste à savoir, ce qui est pas forcément simple aussi, c'est choisir la licence. Je sais pas si tu as regardé depuis, mais c'est quoi la licence là? Oui, aujourd'hui, les deux licences qui sont les plus utilisées sur des produits, enfin des outils open source, c'est Apache 2 et les licences du MIT qui te sont proposées en fait lorsque tu crées un repo sur GitHub. Tu peux choisir ajouter Ah une ouais. licence. Juste tu cliques sur l'un ou l'autre et en fait voilà, il y a rien d'autre à faire. T'as d'autres types de licences qui sont plus contraignantes pour les gens qui réutilisent ton code si par exemple tu veux qu'ils te versent des indemnités ou des choses comme ça. Donc après, faut creuser selon ce dont tu as besoin, mais en soi, encore une fois, c'est pas très Ok. compliqué. Et je reviens 2 secondes sur ce que tu faisais, ce que tu avais fait, parce que tu dis tu as utilisé finalement les LLM, donc ChatGPT à l'époque, Ouais. pour faire en fait, ce que tu faisais, c'est tu décrivais, tu lui faisais traduire, toi, en langage naturel, le code entre guillemets, enfin les contraintes symboliques que tu allais mettre dans ton programme, c'était ça un petit peu Alors l'idée? à l'époque, c'était on travaillait sur des smart contracts, donc écrits en Solidity, qui est un langage du coup utilisé pour écrire des smart contracts sur Ethereum. Et donc l'idée, c'était d'écrire des tests de fuzzing pour un outil qui s'appelle Echidna, qui est un très bon outil. Et juste parfois, ça peut être bien d'automatiser ça. Donc très naïvement, en fait, tu pouvais demander au LLM de te proposer des tests qui ont tous une forme assez similaire. En fait, la signature OK. de la fonction doit commencer par Echidna, tirer du bas, et puis ensuite la fonctionnalité que tu faises. Comme ça, après, Echidna trouve quoi faisait. Donc en fait, voilà, il y avait un peu d'automatisation à faire, de prompting aussi. Enfin, c'était vraiment assez aujourd'hui, comme on dirait, Oui, ça oui, se oui. faisait bien. Mais pour nous, c'était une petite découverte, donc c'était sympa et bon, on sait aujourd'hui les hallucinations des LLM. Donc aujourd'hui, je pense, bon, c'est toujours bien de réfléchir avant d'écrire ce test, mais voilà. OK, excellent. Est-ce que, tu peux me partager ton livre tech préféré? Oui, je l'ai relu récemment. En plus, on l'a dans notre lab au donjon qui Ouais. s'appelle. Ce livre, il s'appelle Open Circuit. C'est un livre en fait assez étonnant. C'est un livre plutôt qu'on regarde, enfin dans le sens où c'est un livre qui est composé d'images, de photos de composants électroniques qui sont pris de manière très proche. Donc, ça nous permet de voir de quoi est composée une Ouais. résistance, une DEL. En plus, ils coupent en deux. Parfois, ils font Coupe les des câbles ou des coupes. trucs comme ça. Ouais, ouais. Ouais, donc ça te permet vraiment de rentrer en détail dans les composants et ouais, surtout quand tu fais de l'électronique, ça te permet vraiment de sentir ce que tu manipules. Et Ouais. même, ils vont jusqu'à des circuits plus avancés. Donc le livre est vraiment sympa et j'ai découvert par mes collègues justement du donjon. Donc je peux t'en dire aussi deux mots. En fait, nous on est divisé en deux équipes. On a l'équipe software et l'équipe hardware, donc logiciel et sécurité physique. Et ceux qui font de la sécurité physique, du coup, ils s'occupent de prendre différents types de cibles. Souvent, Ouais. c'est plutôt nos concurrents. Donc Ledger, c'est une entreprise qui fait des portefeuilles sécurisés dans lesquels tu peux stocker des secrets. Et donc, on a des concurrents qui font la même chose. Des composants, physiques, en fait, c'est ça? C'est Des des composants portefeuilles physiques, ça physiques? ressemble à des clés USB ou des mini téléphones maintenant aussi, mais bon là, ils ont qu'une seule fonctionnalité, c'est de stocker tes secrets. Et en fait, Attends, comment juste c'est... peut-être pour expliquer ça, je Ouais, sais pas si tout le monde, mais comme ça stocke tes secrets chez blockchain, en fait, ça correspond à stocker ton argent, en fait. C'est comme si tu avais un espèce de coffre-fort où ton argent, tes bitcoins, en fait, étaient dans ta clé, quoi.
Alors non, c'est un petit peu une erreur qui est faite. C'est que les bitcoins ne sont pas dans ta clé Ledger, ils sont toujours sur la blockchain. Ce que tu as dans ta clé, c'est ta clé privée. Vous avez fait un petit podcast avec en parlant de cryptographie. Bah voilà, c'est dans ce domaine-là, tu génères toujours une clé publique et une clé privée. Ta clé publique, tu dérives ensuite des adresses et sur ces adresses, tu peux recevoir des cryptos, des différentes choses. Et donc ta clé privée, c'est vraiment ce qui permet de montrer que les assets en fait t'appartiennent. Et donc c'est ça qui a le plus de valeur. Et donc c'est ça que tu stockes dans ton Ouais, je comprends portefeuille. ce que tu dis parce que la meilleure métaphore, c'est de dire qu'en fait, le coffre, il reste toujours à la banque et ça, c'est les clés de ton coffre, en fait, Oui, qui te oui, permet d'être c'était le seul à l'ouvrir. Mais effectivement, la métaphore, ce qui est mauvais dans la métaphore de dire que c'est ouais. dedans, c'est que de toute façon, c'est la blockchain qui fait l'argent sort jamais de la blockchain, en fait, fondamentalement, tu vois. Oui, c'est sur le réseau et juste on identifie l'argent appartient à telle ou telle Oui, personne. oui. Contrairement Et à du cash, la différence, c'est qu'aujourd'hui, on a tout l'argent à la banque, il est ouais. virtuel, il est toujours à la banque et c'est virtuel. Et aujourd'hui, cet argent-là, tu peux le sortir en cash, qui est physique. Ça, avec l'argent de la blockchain, tu ne peux pas. Lui, il est complètement 100% virtuel. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais sur ce type de device, tu peux aussi stocker d'autres types de secrets, par exemple tes mots de passe, ou Ok. d'autres choses. En fait, on est une des seules boîtes qui propose en fait l'écriture d'applications que tu peux ensuite déployer sur le firmware de nos devices. Et donc, il y a des applications pour stocker tes mots de passe, pour stocker des notes sécurisées qui ont été déployées. Et Ok. donc, c'est aussi un gestionnaire de mots de passe. Donc, Ah ouais, donc au c'est aussi un passage. gestionnaire de mot de passe, mais du Ouais. coup, décentralisé. Enfin, décentralisé. Du coup, en dehors du réseau. C'est bien un gestionnaire de mot de passe qui est physique. Physique, Ouais. oui, c'est ça. Si tu veux pas avoir, ton gestionnaire de mot de passe en ligne parce que tu as peur qu'il se fasse hacker, bah voilà, tu le mets sur ton device et à chaque fois que tu te connectes, tu branches ton device et le reste du temps, il est offline. Et c'est un peu ça, c'est ça l'avantage aussi de ce Ah, je type savais pas. d'appareil, c'est que comme ça, il est pas exposé en permanence à des attaques en ligne, tu vois. Ouais. Donc ça c'est pas mal. Et en fait, de quoi il est composé et qu'est-ce qui fait la différence des différents portefeuilles physiques, c'est que c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est justement ces composants électroniques. Et en fait, on différencie notamment ceux qui possèdent des secure elements. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des sortes d'enclaves sécurisées. C'est ce que tu as par exemple dans ta carte bancaire. Tu as une puce très sécurisée. C'est ce que tu as dans certains téléphones aussi. Et ces secure elements, en fait, sont des enclaves où tu mets ton secret, ta clé privée, et en fait ta clé privée ne sort jamais de cette enclave. Et il y a des opérations qui sont faites à l'intérieur et juste des résultats des signatures qui en sortent. Hmm. Et Et donc quand nous tu dis c'est une enclave, en fait, l'idée, c'est qu'elle n'émette aucun signe physique extérieur, en fait, qui permettrait de trahir le secret. C'est un peu ça, la notion d'enclave. Oui, la notion d'enclave, c'est ça, c'est un microcontrôleur avec plein de mesures physiques et aussi de détecteurs d'attaque qui font que ton Ah, secret ah n'est oui, pas donc censé sortir. il détecte que si tu mesures des trucs, il va se comporter différemment, par Exactement, exemple. Ah ouais, c'est exactement. ouf. Oui, bah c'est ça le truc. Et donc tu as différentes qualités de secure element. Et nous aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de s'assurer que nous, personnes sur nos produits, peut sortir les secrets en faisant différents types d'attaques. Des types d'attaques qui existent, c'est entre autres par exemple de l'injection de fautes. Et ce qu'on appelle aussi le side channel. Donc l'injection de faute, c'est quoi? C'est tu prends un laser, tu prends ta carte sur laquelle il y a le secure element, ta chip sur laquelle voilà, il y a un secure element, et avec des injections laser, tu essayes de perturber le fonctionnement de la carte pour qu'à un moment, au lieu de prendre le branchement défini, ils prennent un autre branchement d'exécution et ensuite tu puisses récupérer la clé, enfin le secret. Et donc sur les secure elements, ce qui est important, c'est qu'il y ait des contre-mesures, par exemple justement des sortes de capteurs anti-lumière, parce que si tu as une injection laser à la lumière et donc tac, s'il y a de la détection de la lumière, il se bloque. Des détecteurs aussi parce qu'il y a des injections électromagnétiques, donc aussi des contre-mesures contre ces Ok. choses-là. Et d'autres méthodes aussi, c'est les méthodes de side channel. Donc lorsque tu essayes quand une personne rentre son PIN, tu essayes de récupérer des informations sur la durée du Ouais. numéro 2, c'est plus long que la durée du numéro 3, etc. Donc Ok. voilà, pas mal de techniques d'attaque. Et donc voilà, pour mes collègues qui font ça, c'est super intéressant et ils descendent vraiment bas niveau. Ouais.
Bon, ils réussissent régulièrement des attaques, donc c'est cool. Ah, trop bien. Non, mais ça a l'air passionnant. Ouais. C'est ouf. Et j'avais lu, il y a longtemps, quand j'étais ado, le livre de Serge Oumpi. Je sais pas si tu vois Je vois, mais j'ai jamais lu. Mais oui, il avait l'air c'est un cool. ingé qui, à l'époque, avait démontré que les cartes bancaires étaient pas du tout sécurisées. En fait, il était capable Ouais. de reproduire une fausse carte bancaire, tu vois, et d'aller payer avec. Et effectivement, je pense qu'il avait fait ce genre de choses. Enfin, en tout cas, je Ouais. sais pas s'il avait fait du fault injection, mais en tout cas, je pense qu'il avait fait du side channel en analysant, même il avait carrément rétro-engineeré le truc. Et Ouais, donc, ouais. bref, hein, moi, je trouve ça incroyable qu'il suis pas du tout, versé dans la partie électronique. Je trouve ça. Bah, j'ose espérer qu'aujourd'hui, les niveaux de sécurité ont beaucoup augmenté. Même là, entre aujourd'hui et il y a 10 ans ou il y a 5 ans, Ouais. vraiment on a une amélioration vraiment bonne des mesures de contre-protection qui aussi résultent du fait que bah, on a ce genre d'équipes comme la nôtre ou comme nos concurrents qui font ce type de recherche. Et tout ça, ça augmente, ça améliore la sécurité. Mais oui, on n'est jamais à l'abri de Non, quelque non, c'est chose, quoi. clair. Ouais, c'est clair. Trop bien. Si t'as des articles à partager dessus, je veux bien, comme ça je les mets. On a un article qui est sorti il y a quelques jours sur notre blog du Donjon sur une attaque qui a été réalisée sur le petit gars Trust, notamment sur comment ils ont justement fait une injection en tension pour bypasser ce qu'on appelle le genuine check. Bon, beaucoup de termes Ouais. techniques, mais donc je vous invite à lire Ouais. le blog post. Ok. Est-ce que tu peux me partager le truc le plus what the fuck que t'aies fait dans ta carrière? What the fuck. Oui. Bah, on parle de code ici, on parlait de la tech, de Ouais. code, donc bah, un autre événement auquel j'avais participé, c'était le ZK Hack, qui est une sorte de conférence et aussi de challenge cryptographique où on vient et on essaye de proposer des nouvelles choses dans le milieu du zero knowledge. Donc juste peut-être le zero knowledge, expliquer rapidement aussi ce que c'est une méthode cryptographique qui permet à une partie qui est appelée le prover souvent d'assurer à une autre partie qui est le verifier, celui qui vérifie, qu'une déclaration est vraie sans révéler en fait plus d'informations que ce qu'il y a de nécessaire. C'est un Ok. peu une définition générale. Et en pratique, l'exemple concret qu'on donne, c'est si par exemple tu vas acheter un ticket pour aller dans un musée et les tickets sont gratuits pour les personnes qui ont moins de 18 ans, bah, tu voudrais montrer juste un QR code qui, sans révéler ta carte d'identité avec ton nom, ton prénom, où t'habites, juste tu donnes bah, une preuve comme quoi tu as bien moins de 18 ans et qu'on te donne du coup cette place gratuite. Donc c'est ça tout ce qu'il y a derrière la recherche Attends, derrière le zero knowledge. j'ai pas bien compris. Du coup, attends, qui est le prouveur? Donc le prouveur, c'est la personne qui dit, moi, je veux prouver que j'ai moins de 18 ans. Et Non, souvent c'est plutôt des systèmes. Enfin, dans le système cryptographique, t'as la personne qui t'as ton système cryptographique qui émet la preuve, ouais. et ensuite d'un autre côté t'as un terminal qui vérifie que la preuve est correcte au vu de, au vu des informations qu'elle a, quoi. Ok. Mais ok, donc en gros, c'est dire, enfin, c'est bah, est-ce que ouais, si c'est Dans ça. le cas dans le cas, on peut pas prendre l'exemple des zero knowledge rollup. Le prover, ça va être une entité qui va exister sur la couche 2, le ZK rollup, Ouais. qui va prouver qu'une transaction a bien été faite. Donc, Ouais. il va prendre les éléments émetteurs, destinataires et transaction qui a été faite, et il va générer une preuve. Et le verifier, lui, il va être localisé sur la couche 1, sur Ethereum, et il va vérifier avec les éléments dont il dispose que effectivement la preuve est bien correcte. Euh, Et si je reprends ta métaphore de tout à l'heure, est-ce que ce serait correct de dire que moi, je veux montrer que j'ai moins de 18, je veux prouver à quelqu'un que j'ai moins de 18 ans, oui, mais sans lui donner ma date de naissance, en fait? oui, C'est ça. Donc, en fait, t'as une preuve qui dit j'ai moins de 18 ans, oui, et la personne qui regarde, elle dit, ah oui, t'as moins de 18 ans, mais jamais elle saura vraiment ta date de naissance. C'est juste oui, qu'il y a, voilà, ok. Donc, c'est ça, zéro knowledge, c'est, oui, je te donne pas les informations nécessaires à ta vérification, euh, oui. comment dire, les informations, je sais pas comment dire, en fait. En fait, la preuve cryptographique est suffisante pour montrer la Ouais, véracité de ouais, l'information. ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, ok.
Non, mais c'est que Ouais. j'ai du mal à, ouais, à comprendre comment c'est, tu vois, et comment c'est différent de, un système de signature, à cette clé privée, clé publique. Tu vois, quand tu signes un mail, par exemple, avec ta clé Ouais. privée aujourd'hui, la clé publique permet de vérifier que tu es bien la bonne personne. Est-ce que ça, c'est de la z tu pas d'informations sur, enfin, en tout cas, Bah, peu il faut que tu aies la clé publique de la personne. Enfin, faut que tu la clé publique et ça, c'est déjà une information, c'est ça? ouais, bah, oui. Donc 0 information, c'est tu as même pas la clé publique. Ouais, Ouais, je on te donne la preuve. OK. Ah ouais, donc c'est ça la différence. OK. Bon, celui-là, vous l'avez peut-être vu venir, on va pas y couper, les ZK Proof, donc les Zero Knowledge Proof, en français, les preuves à divulgation nulle de connaissances. Pour vous expliquer un peu ce que c'est ce dont vous avez toujours rêvé quand vous étiez un gamin de 6 ans. C'est, vous vous rappelez à ce moment où vous connaissez un secret et vous dites à tout le monde: je connais le secret, mais vous pouvez pas dire le secret et personne vous croit. Eh ben, si vous saviez faire des preuves à divulgation nulle de connaissances, vous pourriez prouver à tout le monde que vous connaissez le secret sans le leur dire. Donc, truc de ouf, je pense que je vais apprendre ça à mes enfants, ça va changer leur vie. Pour prendre des exemples un peu plus concrets, déjà de l'utilité de ces choses-là. Par exemple, quand vous vous inscrivez sur Facebook au hasard, ils vous demandent si vous avez 18 ans. Ils vous demandent pas si vous avez 18 ans. Ils vous demandent votre âge. Bon, il n'a pas vraiment besoin de votre âge, parce qu'en plus c'est déclaratif, c'est n'importe quoi ce truc, c'est juste pour collecter des informations sur vous. Bref. En tout cas, si on avait des preuves à divulgation nulle de connaissances, on pourrait juste leur fournir cette preuve, ils ne sauraient pas quel âge on a, mais ils sauraient qu'effectivement, on a plus de 18 ans. Une autre application hyper concrète, ça serait pour potentiellement prouver qu'un État possède la bombe nucléaire. Au lieu de faire péter une bombe nucléaire n'importe où dans le Pacifique, eh ben, on pourrait utiliser une preuve à divulgation nulle de connaissances pour dire, voilà, j'ai la bombe nucléaire, ça le prouve, j'ai pas besoin d'en faire exploser une pour le montrer. Donc, il y a plein d'utilités concrètes. Maintenant, derrière, c'est des maths, plus ou moins complexes. Je vais pas forcément rentrer dans les détails des maths, mais si vous voulez en savoir plus, il faut encore regarder les problématiques de logarithme discret, les problèmes NP complets, et ces concepts-là, je vais pas les refaire ici, j'en ai parlé dans d'autres épisodes que je vous mettrai en description. Pour vous expliquer comment ça peut marcher, on va prendre un premier exemple relativement simple, où il y a un tiers de confiance. Donc, vous êtes deux personnes qui connaissez un mot de passe sous forme de chiffres. Donc, je sais pas, le mot de passe, c'est 105. Vous le connaissez tous les deux, personne d'autre le connaît. Vous voulez vous prouver l'un à l'autre que vous connaissez bien le mot de passe sans vous le révéler. Ben, une technique, ça peut être de prendre un tiers de confiance, donc une troisième personne. Cette personne-là, elle va inventer un chiffre à elle. Donc, on a dit, je sais plus ce que j'ai dit, on a dit 105. Eh bien, cette personne-là, on va donner des noms aux personnes, ce sera plus facile. Donc, on va dire, il y a Alice et il y a Bob qui connaissent le mot de passe, et c'est Charlie qui est le tiers de confiance. Voilà, ça va être plus simple. Charlie, il tire un chiffre au hasard, donc on va dire 3, et il le dit secrètement à Alice. Alice, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ajoute ce chiffre à son nombre à elle, donc 3 plus 105, 108, et elle dit ça à Bob. Ok, donc Bob, il a 108, et ce qu'il fait, c'est qu'il dit, ok, 108 moins 105, il enlève son chiffre, et il donne le 3 à Charlie. Charlie va dire, oui, effectivement, vous connaissez le même mot de passe, puisque, en fait, quand on a fait les opérations, tout va bien. Donc, vous voyez, le mot de passe n'a jamais été révélé entre les deux parties. Pourtant, grâce à ce tiers de confiance, ils ont bien la preuve qu'ils connaissent le mot de passe. Dans la pratique, souvent, ces preuves à divulgation nulle de connaissances, on va dire ZK-proof, ça sera mieux. Dans la pratique, souvent, ces ZK-proof, elles sont probabilistes. Pour essayer d'expliquer ce que c'est une preuve probabiliste, l'exemple le plus célèbre, c'est la caverne d'Ali Baba. On a une grotte circulaire, donc on rentre d'un côté, on sort de l'autre en faisant un cercle, et au milieu, il y a une porte qui ne s'ouvre qu'avec un mot de passe. Vous êtes la seule personne au monde qui connaît le mot de passe de cette porte. Et vous voulez prouver à quelqu'un d'autre que vous connaissez ce mot de passe sans le lui révéler. Un protocole pour lui prouver que vous connaissez le mot de passe, c'est cette personne donc sort de la grotte, vous rentrez d'un côté de la galerie, on ne sait pas lequel. La personne crie, je veux que tu sortes du côté gauche. Si vous êtes rentré du côté gauche, vous sortez, pas de problème, n'importe qui pourrait sortir. Si vous sortez du côté droit, vous utilisez votre mot de passe pour ouvrir la porte et vous sortez du côté gauche. Vous allez recommencer ce protocole une seconde fois. On recommence une seconde fois, vous rentrez de nouveau par un côté au hasard, la personne donne à nouveau gauche ou droite et de nouveau vous sortez. Bien sûr, plus vous recommencez cette expérience, plus vous êtes sûr que la personne connaît le mot de passe, puisque au début c'était une chance sur 2, puis après c'est une chance sur 4, puis après c'est une chance sur 8, et ainsi de suite. Donc on va répéter ça suffisamment de fois pour avoir une preuve. Si vous sortez à chaque fois, on est sûr à 1 moins 1 sur 2 puissance n % que vous connaissez le mot de passe. Donc grosso modo, c'est comme ça que ça marche, avec des maths, des logarithmes discrets, ce genre de choses. Maintenant, quel rapport avec la blockchain ? Déjà, la première application, c'est pour anonymiser certaines crypto-monnaies. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir dans une blockchain comme Bitcoin ou comme Ethereum, c'est que toutes les données sont publiques. Donc, on publie toutes les données de transaction.
Avec une preuve à divulgation nulle de connaissance, ce qui se passe, c'est que vous allez publier plutôt cette preuve qui va permettre de valider que la transaction était correcte, qui va permettre de valider le changement d'état, mais sans publier vraiment les données de la transaction. Donc ça permet d'anonymiser. La deuxième chose, si on revient justement à l'exemple de tout à l'heure qui était les roll-up, un truc que je vous ai pas expliqué, c'est que dans une blockchain classique, il y a une notion de consensus. C'est-à-dire que tout le monde calcule la validité d'une transaction et on se met d'accord sur l'état de la blockchain à la majorité. Ça permet de s'assurer qu'on est toujours dans le bon état et qu'il n'y a pas d'acteurs malveillants qui essayent de trafiquer la blockchain. Dans un roll-up, je vous ai expliqué que souvent, il y a moins de décentralisation. Donc, on pourrait avoir un acteur malveillant qui falsifie des transactions, qui falsifie l'état. Une façon de faire ça, ce sont les roll-up qu'on appelle les ZK roll-up, qui, eux, utilisent une preuve à divulgation nulle de connaissances pour prouver à la blockchain principale qu'elles ont bien validé les transactions. Donc en fait, on a l'état du roll-up avant les transactions. La dernière fois qu'on a mis ça dans la blockchain principale, on prend les transactions, on calcule l'état du roll-up après, donc l'état des comptes après que ces transactions aient été effectuées. C'est ça qu'on veut aller mettre dans la blockchain principale. Et en fait, il y a un calcul qui doit être vérifié à ce moment-là, puisqu'on calcule toutes les transactions et on fait le changement d'état. Et c'est là qu'il peut y avoir un acteur malveillant qui transforme les données. Mais du coup, on fait les calculs, on rajoute cette preuve de validité et la blockchain, c'est ce qu'on lui donne. Et elle va être capable, grâce à cette preuve, sans refaire les calculs, de dire oui, ok, tout s'est bien passé, les calculs sont corrects. Bon voilà, il y a beaucoup à dire sur les Zero Knowledge Proof. Je suis loin de vraiment maîtriser le sujet. J'espère que ça vous fait un peu toucher du doigt l'intérêt de ce truc. Et puis on continue l'épisode. Donc ça, c'est des maths en fait. En gros. Ouais, c'est des maths, c'est ça. Et donc c'est un sujet, c'est un domaine aujourd'hui qui est vraiment, voilà, il y a plein de gens qui travaillent dessus. La blockchain est notamment un cas d'application qui ajoute des financements dans ce domaine. Et donc, il y a ce genre d'événements comme les ZKI qui sont organisés. Ils font des super podcasts aussi, ZKI Podcast. Je vais écouter parce que... Mais voilà. Et donc, bon, comme la question était qu'est-ce que j'ai fait depuis What the fuck, pour ce challenge, on a commencé du moins à coder un convertisseur de preuves d'un système de preuves, du système de preuve de polygone ZKEVM, qui est un type de roll-up particulier, vers un autre scroll. Et donc, en fait, il y avait plein de choses à prendre en compte pour nous qui débutions dans le Zero Knowledge. Il y avait plein d'étapes à faire. Et pour moi, ça me paraissait what the fuck. Convertir une preuve Zero Knowledge dans un autre système. Knowledge. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas fini cet implème. Et en fait, il y a pas mal de gens qui savent même pas si c'est finalisable. Parce que c'est un peu un goal aussi à long terme. Et je sais pas à quel point aujourd'hui les gens sont intéressés par faire ce type d'interopérabilité entre les roll-up, parce que c'est une question de business. Ils préfèrent tous ramener les utilisateurs sur le roll-up et puis c'est tout. Mais d'un point de vue intellectuel, mathématique, c'est intéressant de savoir à quel point c'est possible de faire ce changement. Il y a des sens dans lesquels c'est possible, d'autres dans lesquels c'est pas possible. Mais voilà, bref, je vais peut-être pas en dire plus. Non, mais faut que je regarde un peu le sujet, ça me titille, parce que effectivement ça a l'air compliqué. Ok. Bah oui, moi je confirme que ça doit être un peu what the fuck. Mais c'est très sympa aussi. Ouais, clairement. Tiens, j'avais dit que je voulais qu'on parle du hack de Bybit un petit peu. T'as regardé un petit peu ce qui s'était passé du coup d'un point de vue technique? Oui, on a regardé. Oui, clairement. Donc, pour résumer en quelques mots, c'est une attaque qu'on appelle de type software supply chain attack. Donc, sur la chaîne logistique de Bybit, et plus précisément en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Bybit, pour ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'ils voulaient transférer du coup cet argent d'un de leurs wallets vers un autre, et pour faire ça, ils utilisent un mécanisme de multi-party signature, ça s'appelle Safe. En fait, ça te permet d'être plusieurs à signer pour envoyer une transaction, pour pas que la responsabilité soit que sur une seule personne, mais on se met à plusieurs, et donc on est multi-signature. On a un schéma multi-signature. Tu veux virer $1 milliard de dollars. Voilà. Il y a 3 personnes qui disent oui. Oui. Voilà, c'est ça. Bon, même si c'est clairement pas le plus sécurisé, bon, c'était le modèle qu'ils avaient. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que avant qu'ils fassent cette transaction, donc les attaquants, donc Lazarus Group, avaient vu qu'il y avait une faille dans l'interface web de Safe, du coup de ce service de multi-signature, sur notamment du JavaScript.
et ils ont judicieusement ou pas introduit un patch qui fait que lorsque c'est Bybit qui passe une transaction, et c'était spécifique à Bybit, c'était vraiment ciblé, le compte qui signait en fait se faisait drainer, et donc les fonds, au lieu d'aller à l'adresse destinataire, allaient à l'adresse des attaquants. Et donc ils ont attendu quelques jours, 3 jours, pour que justement Bybit fasse une transaction, et donc comme prévu, voilà, les fonds étaient Bybit, drainés. ils voulaient faire une transaction de 1 milliard ou ils voulaient faire une transaction bien plus petite? Ils ont fait une transaction d'1 milliard. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, ils ont, parce que ce que je comprends pas bien, c'est que du coup, donc Lazare. Donc pour moi, ils voulaient déplacer leurs fonds d'un wallet à une autre, et donc c'était ça le fond. Enfin, en tout cas, c'est l'argent qui était disponible sur ce wallet était de ce montant-là, et en donnant accès à leur wallet, donc en faisant en signant en fait une transaction qui pensaient pas être celle qui signait, Oui, c'est ils ça. ont donné accès à leur wallet. Parce que ce qui s'est passé en modifiant le code JavaScript dont tu parles, c'est que du coup, eux, ils ont signé un truc, mais l'interface leur présentait pas le vrai truc qu'ils signaient. C'est ça, En fait, c'est ça un gros problème aujourd'hui, c'est que c'était ce qu'on appelle blind signé, donc ils voyaient juste un hash, donc c'est juste un nombre hexadécimal, un nombre hexadécimal qui veut rien dire, et donc effectivement, si tu vérifies pas à quoi correspond ce hash, tu signes de manière aveugle. Et donc ça, c'est un gros problème. Et suite à ce hack, notamment, il y avait pas mal d'initiatives, notamment le clear signing qui est porté par Ledger pour détailler vraiment destinataire, montant de la transaction, etc. Au moment où l'utilisateur valide, signe la transaction. Et parce que sinon on s'en sort pas. Ouais, ok, parce que moi, ce que j'avais compris, je m'étais dit, ok, en fait, ils sont partis, ils voulaient faire une transaction de 10 balles, et en fait, du coup, normalement, c'est une interface qui présente transaction de 10 balles, et là, ce qu'ont fait les gens, c'est qu'ils leur ont présenté 10 balles, et que derrière, ils faisaient une transaction de beaucoup plus. Mais je comprenais pas vraiment comment la mécanique marchait pour ce cas. Mais en fait, ils voient jamais vraiment ce qui signe. En fait, c'est fou, ce truc. C'est juste que effectivement là le fait qu'ils aient ce qui est fou, c'est que là c'est le mécanisme qu'ils utilisaient, donc la signature multisignature pour une aussi grande somme d'argent, en fait ça devrait pas être autorisé. C'est quoi les t'as des solutions destinées à des entreprises avec des vaults qui sont derrière, avec justement le clear signing par défaut qui aujourd'hui existe. C'est quoi faire de la pub. Dit comment Ce qu'on appelle le clear signing, donc c'est l'opposé du blind signing, donc la signature aveugle ou la signature, on va dire, avec tous les éléments dont tu as besoin pour savoir ce que tu signes, donc le clear signing en anglais. Et il y a pas mal d'entreprises qui proposent ce type de services qui normalement sont destinés aux grosses entreprises qui gèrent des grosses sommes d'argent comme celle-là. Donc bon, je pense que ça servira de leçon pour la suite. C'est sûr, mais je crois qu'ils ont remboursé. Enfin, c'est eux qui ont pris la perte évidemment. Mais du coup, si je reviens juste au sujet du multi-signature, donc mettons qu'on avait 3 signataires. Comment ça se passe en fait? C'est le premier initie une transaction. Et les 2 autres sont notifiés en disant faut que tu signes la transaction, et ils voient même pas ce qu'on leur demande de faire en fait. Dans ce cas-là, ils voient pas parce que ils voient juste un hash, mais encore une fois, ça pourrait être optimisé beaucoup mieux, quoi. On pourrait avoir chaque signataire pour voir exactement ce qui se passe, et c'est comme ça que ça devrait marcher par défaut. Mais ça nécessite que notamment ce service-là supporte cette fonctionnalité, etc. Non, mais là, c'est ce que ça veut quand même dire, qui était quand même flippant, c'est que ils avaient du multisignature, mais en fait, ils étaient habitués à cliquer à chaque fois qu'ils recevaient. Exactement. Et ça, c'est vraiment pas une bonne pratique. Non, bien sûr, le truc n'a plus d'intérêt, mais ça revient sur un sujet qui est intéressant, je pense, en cybersécurité en général, c'est que, tu sais, il y a toujours un équilibre entre, l'UX, en fait, dès que ton UX de la cybersécurité dégrade trop rajoute trop de pain à l'utilisateur, en fait, tu dégrades ta sécurité parce que, au bout d'un moment, l'utilisateur, il fait le truc le plus facile, c'est là qu'il écrit son mot de passe trop compliqué sur un post-it et qu'il le met sur son clavier, quoi. C'est pour ça que nous, on est convaincus, tu vois, que c'est important d'avoir un écran, d'avoir que là où est stocké ton secret, ça doit être directement relié à un écran, sans intermédiaire. C'est un peu d'ailleurs une raison pour laquelle normalement il faut pas stocker ses secrets dans son téléphone, parce que tu as plein de couches intermédiaires où en gros un attaquant peut arriver. Là, nous sur nos devices, tu as le Secure Element qui est directement lié à l'écran. C'est pour ça qu'on dit que c'est un écran sécurisé, parce qu'il n'y a pas de couche intermédiaire.
et on est convaincu qu'on a besoin d'un écran pour voir ce qu'on signe, et ça peut pas être une application sur un téléphone, ça peut pas être pas d'écran du tout. Ouais, puis tu Donc voilà. Oui, oui. Et ouais, mais c'est compliqué, c'est comme d'hab. Là, t'as un trade-off entre avoir que des devices spécialisés à des opérations et des devices génériques comme son smartphone qui peut faire plein de trucs, mais du coup, qui introduit probablement plein de failles, en fait, et plein de problèmes de sécurité. Trop cool. On a balayé pas mal de trucs. Je vais finir sur quelques questions que j'ai pour toi. En plus, il y en a une, tu m'as dit, c'est surprise. Alors, je sais pas si tu vas être déçu, mais ok. C'est pas grave. Est-ce que déjà, il y a une chose sur laquelle tu as changé d'avis durant ta carrière? Rapidement, c'est un peu pour changer un peu des sujets qui se disent régulièrement, mais moi, durant mes études, on m'a pas mal formé à l'entrepreneuriat et au fait que il faut entreprendre et il faut, à chaque fois que tu as une idée, il faut essayer de la monter. Nous, on avait on avait 3 ou 4 challenges par an pour monter une start-up en une semaine. Ah ouais. Et donc, c'était des superbes expériences. Après, de mon point de vue aujourd'hui, c'est que je vois pas mal de start-up qui se lancent avec une idée un peu pas forcément on va dire aboutie, et beaucoup de services finalement qui après se réorientent parce qu'ils trouvent pas le marché qu'ils voulaient. Et donc ce sur quoi j'ai changé d'avis, ou du moins ce que le parcours m'a fait comprendre, c'est que c'est bien d'avoir une idée, mais c'est une autre chose de la réaliser, et la réalisation est totalement n'a rien à voir avec le niveau de complexité qu'on s'imagine ou qu'on nous dit qui est possible. Et faire incuber dans un incubateur, et entre cette étape-là et après être une grosse boîte à succès, il y a vraiment un très gros gap. Et donc c'est juste ça que je voulais dire, c'est que j'adore l'entrepreneuriat. D'ailleurs, j'étais présidente de Cryptosphère, qui est une très grosse association étudiante dans la blockchain et de nouvelles technologies. Ça a été un peu comme une petite start-up pour moi, parce qu'à l'époque, on était une centaine, et puis maintenant, je suis alumni et ils sont plus de 700 à travers toute la France. Donc, tu as pas mal de missions justement, sur le partenariat, les formations techniques, voilà, bref, toutes ces choses-là. Ouais. Donc, je vois le travail que ça nécessite. C'est un gros travail, et je pense juste que la phrase qu'on me dit parfois, c'est que j'aimerais entreprendre, mais je sais pas dans quoi. C'est une mauvaise approche, et il faut vraiment que tu passes plus de temps à réfléchir sur les problèmes de notre monde, et ensuite le reste se suivra. Et si c'est une bonne idée que tu auras, tout coulera de source, quoi. Donc voilà. Ouais, une bonne idée, ou en tout cas au moins une idée dans laquelle tu crois beaucoup, tu vois. C'est un peu ça que moi tu vois, en fait, il y a des gens, peut-être ils ont l'énergie pour entreprendre coûte que coûte sur n'importe quel sujet, mais moi je sais que je l'aurais pas, tu vois. Si je crois pas dans une idée, c'est difficile de jeter à corps perdu dedans. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, je pense c'est hyper exigeant. Donc je suis assez d'accord. Et puis de toute façon, effectivement, faire adresser des problèmes utiles, c'est on va dire c'est le sujet du moment, quoi. Ça serait pas c'est ça, de se pencher dessus. Ok. Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé faire et que tu n'as jamais fait? Oui, alors dans la sécurité, cybersécurité, j'ai pas mal de collègues qui ont fait ce qu'on appelle du pentest physique. Donc je crois que j'avais vu que tu avais interviewé quelqu'un sur ce sujet-là, et c'est assez excitant de te dire que voilà, tu peux du jour au lendemain être missionné pour auditer entre guillemets la sécurité d'une entreprise en essayant de t'introduire dans le bâtiment, et à la James Bond, et t'as juste une feuille de papier au cas où si la police vient te chercher. Donc ça, ça me fascine un peu. Je sais pas si j'aurai l'occasion de le faire, mais ça a l'air très marrant. Ouais, moi je suis comme toi, c'est un truc que je pense que j'aurais bien aimé le faire. Après, il est jamais trop tard, mais clairement, je pense que l'adrénaline que tu as dans ces moments où effectivement t'es un malfrat, en fait, hein, tu te fais passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Tout ça pour renforcer la sécurité des postes. Je pense que c'est trop cool. Effectivement, j'avais fait un épisode avec Anthony qui j'avais appris plein de trucs, c'était trop bien. Donc écoute, il est pas trop tard. J'aimerais bien, tu vois, en fait, ce qui serait limite pas forcément me reconvertir dedans, parce que c'est quand même un vrai travail où ça demande beaucoup de compétences, mais j'aimerais bien qu'on me fasse vivre une fois cette expérience, tu vois. J'ai l'occasion de, je sais pas trop sous quel format, tu vois, mais limite un jeu télévisé ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. On avait fait ça un peu avec des collègues où on essayait d'entrer chez eux. Ouais. Donc c'est un peu la version particulier débutant si tu veux t'amuser, mais oui, c'est mais pas c'est mal. toujours le truc de
tu vois, une partie de l'adrénaline vient du fait que les gens sont pas au Ouais, courant. ouais, clairement, Et clairement. du coup, s'ils sont au courant, bon, voilà. Et le faire chez tes potes quand ils sont pas au Ouais, non, courant, c'est tu vas clair. leur dire, t'as le petit C'est vrai. papier où tu dis j'ai écrit, c'est une blague. Ouais, non, c'est sûr. Écoute, très cool. Et pour finir, c'est quoi la chose qui t'énerve le plus? Comme je disais, tu vas être déçu. Alors, ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui disent la Wi-Fi au lieu de le Wi-Fi. Et du coup, je les invite, tous ces gens, à aller sur le site lawifi.fr et voilà, ils auront les réponses à leurs questions. On regardera. Ok, Voilà. ok. J'allais dire, attends, ça me fait penser, truc de masculin féminin, c'est toujours marrant. Moi, je dis, bref, je dis une Nintendo 64. C'est ma console de quand j'étais jeune. Et il y a des gens, ils disent un Nintendo. Et je Ah sais non, pas. je dis une aussi. Je Ouais, dis mais je une. sais pas qui a raison. Tu vois. Oui, non, c'est vrai. Pour le coup, il y a pas de, je pense qu'il y a pas de loi, mais c'est juste une guerre de. Ok, je vais regarder la Wi-Fi. Trop cool, Carolina, on a balayé plein de trucs hyper intéressants, très denses. Je vais me documenter. Ok. Ça fait longtemps que j'aurais dû regarder tous ces sujets-là, donc trop cool. Surtout les zéro knowledge proof, ça fait un moment que je le vois et c'est vrai que c'est un truc qui est pas évident, je pense. Ouais. Est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin? Bah merci. Je sais pas. Non, je sais pas. Non. Je vive la sécurité. La sécurité, vive le Web 3, non. Vive la non censure. Voilà. Je sais pas. Voilà. Ok. Eh ben, écoute, trop cool. Merci encore pour tous ces partages. Et puis, je te dis à bientôt. Merci. À très bientôt. Salut Mathieu. Ciao. Bye. Pour l'instant, comme Carolina, le plus grand regret de ma vie, c'est de ne pas avoir fait des tests d'intrusion physique, ce qu'on appelle le red teaming. Bon, voilà, s'il y a quelqu'un qui décide de lancer une émission télé où on peut vivre ça pour de vrai, je suis très très chaud. En attendant, si vous voulez vivre ça par procuration, vous pouvez écouter l'épisode avec Anthony, vous allez voir, c'est incroyable.